tous, bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, économie responsable, transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons énergie renouvelable avec Mathieu Lassalle, PDG de Primagaz. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la Silver Economy. Pour en parler, nous accueillerons Émile Brun, président de Mon Émile Association, et Laurent Levasseur, directeur de l'entreprise Blue Linéa. Nous parlerons ensuite de tourisme à impact positif. Et enfin, nous accueillerons le fondateur de Gift for Change, une entreprise spécialisée dans les goodies engagés. Mais tout de suite, les news avec Eva. C'est l'énergie vedette partout dans le monde. L'Union européenne mise elle aussi sur l'hydrogène renouvelable pour verdir sa production énergétique. Bruxelles a présenté cette semaine une feuille de route qui prévoit l'installation de 40 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030 afin de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. L'hydrogène vert doit ainsi devenir l'un des outils clés pour décarboner l'économie européenne et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce sera l'un des investissements prioritaires, promet la Commission européenne. On vous en parle souvent dans cette émission, les territoires et leur rôle dans la transition écologique. Cette semaine, Strasbourg et Bordeaux, deux villes remportées par les écologistes aux dernières élections, ont déclaré l'état d'urgence climatique. Une mesure non contraignante bien sûr. Avant Strasbourg et Bordeaux, de nombreuses villes comme Paris, Mulhouse, Aix-les-Bains, Madrid, Milan ou encore New York avaient déjà décrété l'état d'urgence climatique. Au total, selon le décompte de l'association Citoyens pour le climat, ce sont plus de 900 conseils municipaux dans 19 pays. Non contraignant certes, mais il ne faut pas résumer l'état d'urgence climatique à son rôle symbolique. Le principe est surtout d'enclencher une réponse à la hauteur des enjeux, nous dit Nicolas Roger de l'association Citoyens pour le climat. Et enfin, on termine avec le rendez-vous qui intéressera sûrement notre invité. C'est le Salon des professionnels de la transition énergétique. Bi-Positive se tiendra cette année les 2, 3 et 4 mars 2021 à Lyon Eurexpo. Les territoires et les bâtiments en quête de performance énergétique vivent une véritable révolution de l'offre. Énergie renouvelable, apport du numérique, tous les acteurs du secteur, de la start-up et ses innovations, aux grands fournisseurs d'énergie et grandes entreprises foncières. L'heure sera aux échanges d'idées, mais il faudra surtout apporter des solutions, déclare la directrice du salon. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est Mathieu Lassalle, le PDG de Primagaz. Merci d'être avec nous. Je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Alors, Primagaz, c'est une entreprise de distribution de gaz butane et propane depuis 1934, c'est ça ? Oui, alors ça fait à peu près 80 ans effectivement que l'on distribue l'énergie indispensable au territoire. En fait, Primagaz au départ c'est une entreprise familiale qui depuis fait partie d'un groupe néerlandais, familial lui aussi, qui s'appelle SHV Énergie, qui est le plus grand distributeur de gaz propane et butane dans le monde. Et donc Primagaz aujourd'hui, c'est une entreprise d'à peu près 700 employés. Et on est partout sur le territoire à distribuer donc une énergie gaz dans les communes et les villes qui ont besoin de cette énergie-là. Il y a un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a 36 000 communes en France, communes et villes, et 27 000 d'entre elles ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel. Et donc ces communes, c'est souvent des petites communes, mais ont besoin d'un acteur comme Primagaz pour pouvoir se permettre de se chauffer, d'apporter de l'eau chaude et puis de cuisiner. Donc voilà un peu là. Ça fait partie de vos engagements, ça, la lutte contre l'exclusion énergétique. Oui, alors c'est vrai que nous on est ancrés dans les territoires depuis 1934, donc c'est vraiment notre terrain de jeu et c'est une de nos priorités de pouvoir un peu comme un service public finalement d'apporter cette énergie à ces personnes-là. Et donc il y a tout un pan d'activité qui est lié aux particuliers, que ce soit dans l'habitat individuel, l'habitat collectif, et puis les professionnels, l'artisanat français, dans le terroir français. Donc c'est apporter de l'énergie aux parfumeurs, aux potiers, aux distilleurs, tous ces gens-là qui ont besoin, tous ces artisans qui ont besoin d'énergie, parce qu'ils ne sont pas, encore une fois, raccordés au réseau de gaz naturel.
Alors l'ambition, là, c'est de passer aux énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut en parler de biogaz, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors en fait, alors c'est intéressant parce qu'on voit bien le virage qui est en train d'être pris par la France. Les récentes élections municipales l'ont bien montré. Nous, ce virage, on l'a pris il y a quelques années déjà, en 2018. En fait, on a lancé une trajectoire d'entreprise qu'on a appelée Primagaz Next. Et la fer de lance de cette trajectoire, c'est l'arrivée du biopropane. Le biopropane, c'est quoi? C'est une énergie 100% renouvelable qui est beaucoup moins émissive que les énergies fossiles de référence. Donc je parle de gaz naturel, je parle de GPL, donc de butane et de propane. On parle d'une énergie qui est 6 fois moins émissive que ces énergies fossiles. Et donc notre ambition, c'est de pouvoir, d'ici 2040, distribuer 100% de cette énergie renouvelable. Que l'on trouve où, du coup, le biopropane? Oui. Alors, le biopropane, aujourd'hui, on le distribue sur l'ensemble de nos secteurs. Ça peut être donc chez les particuliers, dans l'habitat neuf, ça peut être dans l'habitat social, l'habitat collectif. C'est dans nos bouteilles. C'est un autre secteur d'activité dont je n'ai pas encore parlé, mais évidemment, donc on vend du gaz en citerne dans les territoires, mais on vend aussi des bouteilles de gaz pour cuisiner, pour les barbecues. Et donc là aussi, on a lancé le biopropane au sein de notre petite bouteille, la BioTwinnie. C'est une petite bouteille verte qui sert pour les barbecues. Ça va servir cet été. Et on l'a lancé en 2018 avec 100% donc de biopropane à l'intérieur de cette bouteille. 2040, c'est un objectif qui vous semble réalisable? Parce que déjà, vous travaillez dessus depuis quelques années. Oui, c'est un objectif réalisable. Alors, c'est challengeant, c'est sûr. On sait qu'on va avoir besoin de différentes technologies pour pouvoir proposer 100% d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, on est sur une technologie qui s'appelle l'hydrotraitement, où on va se servir d'huile recyclée, d'huile de cuisson recyclée et d'huile végétale. Mais il y a d'autres technologies comme l'utilisation d'algues, l'utilisation de micro-organismes qui vont nous permettre d'arriver à cette ambition qui est en 2040, pouvoir distribuer 100% d'énergie renouvelable. Vous êtes pour les bioénergies, les énergies renouvelables mixées, hein, c'est ça, c'est ce que vous disiez? Oui, ce qui est important pour moi, et surtout quand on parle du mix énergétique français, c'est que ce mix énergétique il soit équilibré. Je pense qu'on a tous une place pour pouvoir répondre aux différents besoins. Donc évidemment, en France, l'énergie nucléaire, l'électricité, c'est quelque chose de très fort. Il y a le gaz naturel. Vous parliez tout à l'heure de l'hydrogène. Moi, je crois vraiment à une complémentarité d'énergie pour pouvoir faire cette transition énergétique. Parce que notre objectif, donc vous parliez de 2040, mais l'objectif aujourd'hui, la vision, l'ambition que j'ai pour l'entreprise, c'est de pouvoir être un des acteurs majeurs de la transition énergétique dans les territoires. Et ça commence avec le biopropane. Et une complémentarité aussi avec les acteurs qui travaillent avec vous. C'est important qu'on aille tous dans le même sens. Les territoires, vous le disiez, ça aussi, les résultats des dernières élections municipales, ça aussi c'est important. C'est des gestes forts qui vont vous aider à continuer cette trajectoire. Absolument. En fait, c'est important, mais je pense que c'est essentiel. En fait, quand on regarde un petit peu, donc il y a cet objectif 2050 que la France soit un pays neutre en carbone. Et pour moi, cet objectif, il va passer par un triptyque qui est clé, qui est le triptyque pouvoir public, particulier, donc vous et nous, et puis les industriels. Il faut que ce triptyque-là fonctionne dans le même sens pour que cette transition énergétique se fasse, cette transition écologique aussi, et qu'en 2050, on puisse atteindre la neutralité carbone. Ce que je pense fondamentalement que si ce triptyque marche, on va pouvoir y arriver. Actuellement, c'est déjà le cas, vous trouvez, ou il y a des efforts encore à faire pour que le privé et le public avancent ensemble dans cette voie-là? Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais clairement, le virage, donc ce qui s'est passé avec les récentes élections, je pense que toutes les parties prenantes vont accélérer cet effort-là. Donc nous, on discute beaucoup avec l'administration, avec le gouvernement, pour essayer de faire entendre notre voix, parce que on est dans un pays où l'électricité prédomine. Donc moi, je m'efforce à expliquer que dans les territoires, cette énergie complémentaire, elle est essentielle pour la vitalité des territoires. Donc il y a un peu de travail encore, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Une petite question sur le prix. Est-ce qu'une énergie plus écologique est forcément plus chère? Parce que c'est ce que les gens vont se dire. Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un petit peu quand même. C'est un peu comme la nourriture bio. Hein. Je veux dire, il faut passer par là. Donc, pour moi, c'est un point de départ. Donc, il y a
un petit premium. Ce que je peux vous dire, je vous parlais de la petite bouteille, la BioTwinnie, on a eu des ventes extrêmement importantes malgré un premium supplémentaire. Donc on voit quand même que cet attrait pour le bio peut être valorisé. Il est valorisé en fait parce qu'aujourd'hui ça coûte plus cher de pouvoir distribuer du biopropane. Donc d'une part la recherche et le développement bien sûr, mais aussi le fait que c'est une nouvelle filière. Mais avec le temps, clairement cette énergie 100% renouvelable va devenir moins cher que le propane et le butane aujourd'hui. Il faut pour autant que l'administration, le gouvernement puissent nous aider. Moi, je crois en une taxation des énergies renouvelables en lien avec l'impact carbone qu'ils ont. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc là aussi, on essaie de discuter avec les pouvoirs publics pour s'assurer que ça aille dans ce sens, pour que le premium disparaisse et qu'on puisse acheter de l'énergie 100% renouvelable au même prix que l'énergie fossile. Vos projets là pour la fin de l'année, en ce contexte un peu particulier, Covid. Comment vous avez réagi à cette crise? Alors, c'était une crise sans précédent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très très fier de la manière dont les équipes ont réagi. Il y a un fait intéressant. L'année dernière, nous, on a lancé un projet, un POC, un Proof of Concept sur le télétravail. Où en fait une soixantaine de nos collaborateurs ont été mis en situation. Sur 700 collaborateurs. Sur 700, voilà, c'est ça. Et à cette époque-là, si vous m'aviez demandé, Primagaz, vous serez prêt à partir en télétravail, l'ensemble des collaborateurs, sous combien de temps? Franchement, je vous aurais dit, je pense, en 2 ans, on pourrait le faire. Là, il a fallu qu'on le fasse en 2 semaines. Et donc les collaborateurs, les équipes ont très très bien réagi. Je pense qu'il y a eu un élan de fierté de pouvoir continuer à distribuer notre énergie à ces territoires. Moi, ma priorité, ça a été d'abord la sécurité de nos collaborateurs. Donc, on a très en amont anticipé en fait assez bien l'arrivée de masques, de gel, les gants aussi. Et donc, ça a permis finalement aux personnes qui étaient en télétravail, aux personnes qui sont restées dans les usines, de pouvoir continuer à travailler. Voilà, donc ça a été une situation assez compliquée. Donc 700 collaborateurs, dont la plupart donc en télétravail, pas forcément l'habitude. Et là, vous en sortez justement On en sort. Ouais. Voilà, là aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de déconfinement nous aussi. Donc on reste sur un équilibre de télétravail de 3 jours travaillés au bureau, 2 jours en télétravail. Je pense que ça nous a donné des idées de ce qui peut se passer à l'avenir. Et je pense qu'on ira plus. Une nouvelle manière de s'organiser. Absolument, oui. De l'entreprise. On voit finalement que ça marche. Donc il faut trouver le bon équilibre entre travailler au travail dans les bureaux et travailler de chez soi. Mais c'est clairement quelque chose qu'on a mis sur la table avec les représentants syndicaux pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Je pense qu'un des autres aspects qui, moi, m'a fortement impressionné par rapport à nos équipes, c'est le fait qu'il y a eu un élan de solidarité collectif, mais aussi individuel. Je vous donne 2-3 exemples. On a par exemple, donc, on a récupéré des masques un peu en amont du confinement, donc on a eu cette chance-là, et on s'est retrouvé à un moment donné en surplus, parce que comme nos commerciaux notamment sont restés confinés, ils n'avaient plus besoin de leurs masques parce qu'ils n'étaient plus devant les clients, et donc on a eu un surplus de masques, et on a décidé, par exemple, d'en donner à un centre de rééducation pour les personnes qui ont des problématiques respiratoires, parce qu'un de nos collaborateurs est passé par ce centre. Il y a eu un autre collaborateur qui a travaillé, il avait une imprimante 3D, et donc il a travaillé à faire des visières pour les personnels soignants de sa commune. Voilà, donc il y a eu 2-3... La RSE, c'est aussi ça, c'est l'impact environnemental que vous voulez avoir, et puis c'est aussi l'impact sur le bien-être de vos salariés, sur la manière dont l'organisation à l'intérieur oui, absolument. se passe, le social et le sociétal également. Oui, tout à fait. C'est quelque chose sur lequel nous, on travaille activement. Merci. Oui. Excusez-moi. Oui, exactement. Excusez-moi. Merci Mathieu Lassalle. Il faut rendre l'antenne. Merci Mathieu Lassalle d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va passer à la bonne pratique du jour. Le tourisme à impact positif manque de visibilité en France. Pour changer la donne, l'association du tourisme équitable et solidaire, la TES, propose de labelliser les voyagistes engagés. Les critères du label sont adaptés
aux différents métiers du tourisme responsable, mais garantissent une même exigence, celle de proposer une expérience de tourisme respectueuse des hommes, de leur culture et de leur environnement en France. Les voyagistes sont évalués sur 49 à 52 critères en fonction du type de structure pour évaluer leurs pratiques et leurs engagements. 3 sont particulièrement observés pour obtenir ce précieux label: la gestion RSE de l'entreprise, le type d'activité touristique à impact positif et les partenariats témoignant d'un ancrage territorial fort. Les 7 critères obligatoires qui sont imposés à tous les futurs certifiés garantissent la qualité de ce label. Il y a par exemple le respect des principes de l'économie sociale et solidaire ou encore des pratiques environnementales vertueuses. Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur la Silver Economy. Nous allons en parler tout de suite en plateau avec Émile Brun, président de Mon Émile Association. Bonjour. Bonjour Merci à tous. d'être avec nous. Bonjour. Et Laurent Levasseur, directeur de Blue Linéa et pas Blue Linéa. Bonjour et merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par définir un petit peu ce que c'est que la Silver Economy pour ceux qui ne connaissent pas. Avec vous alors. La Silver Economy, clairement, c'est, on va dire, le marché des seniors. Juste un chiffre. En 1948, quand on a créé la retraite en France, un retraité avait 18 mois d'espérance de vie. Aujourd'hui, c'est 35 à 40 années. Donc concrètement, c'est cette période-là. Ça a changé. Une définition de la Silver Economy? Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Laurent. C'est tout ce qui impacte autour du coup des personnes âgées et de nos aînés, dans le but de trouver des solutions dans ce marché-là. On est, je pense, dans une période extrêmement importante et charnière dans ce milieu-là, sur lequel il y aura un avant et après Covid dans ce milieu-là. Voilà, on a vu du coup récemment la nomination d'un ministre chargé de l'autonomie. Donc, ça veut dire que véritablement le gouvernement a pris conscience, et on l'espère, des problématiques que peuvent avoir nos aînés à l'heure actuelle. Et puis on en parle beaucoup parce qu'on vit dans un pays où la population est vieillissante, donc on imagine que c'est une économie qui va être encore plus... qui va être de plus en plus importante ces prochaines années. Écoutez, il suffit de regarder nos familles. Il n'y a jamais eu autant de générations autour de l'arbre de Noël. Et c'est un peu ça, l'histoire. Aujourd'hui, une personne qui a 70 ans, elle a 20 ans de moins que ses parents au même âge. C'est prouvé physiologiquement. Aujourd'hui, à 70 ans, on peut faire des trucs de dingue. Il y a 20 ans, à 70 ans, on était un vieillard. Donc, quand on a pris cette conscience, eh bien, on peut se rendre compte très facilement ce que ça peut représenter sur le PIB. Et un retraité, c'est loin d'être un inactif désormais, compte tenu des 35 ou 40 années qu'il va passer à s'occuper tout de même. Alors, il y a du coup des nouveaux emplois, des nouvelles entreprises qui se créent comme Blue Linéa. Vous pouvez nous présenter Blue Linéa ? Oui, alors Blue Linéa a été créé pour prendre soin de vos grands-parents, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap. Et aussi bien à leur domicile qu'en établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de vivre longtemps, sereinement et autonome. Concrètement, c'est là où on voit des solutions que nous avons développées. Concrètement, des boutons d'appel, des détecteurs de chute, de l'assistance aux soignants dans des EHPAD, connectés à une plateforme H24 que nous avons. Et ainsi, on peut accompagner des personnes âgées chez elles, en permanence, les suivre, et puis réagir si elles ont des petits moments un peu compliqués. Voilà. C'est comme ça que nous avons développé cette entreprise. C'est un véritable enjeu social, l'économie de nos seniors et la manière dont on les accompagne. Oui, nous, pour notre part, on a créé une association. En réalité, je prends en date le premier tour des élections municipales, parce que d'abord, j'avais une structure commerciale qui accompagnait les seniors. Mais du coup, notre structure associative date d'il n'y a pas très longtemps, mais a une ampleur extrêmement importante, puisqu'on a maintenant plus de 2000 bénévoles et on a aidé plus de 1400 personnes partout en France en 2 mois et demi. Et c'est vrai qu'on voit une véritable entraide, une véritable solidarité. Les gens ont besoin d'aide. Et ça continue, même parce que le Covid est en train de disparaître. Enfin, on l'espère, même s'il peut reprendre. Mais en tout cas, les problématiques que peuvent avoir les seniors, qui sont l'isolement en particularité, continuent. Il y en a de plus en plus de demandes et on est véritablement engagé
dans cette entraide et on voit que le pays aussi est du coup est engagé avec nous. Donc c'est le but de Mon Émile. C'était le but de Mon Émile, c'est que moi je suis président d'une association qui vient en aide aux personnes âgées pour les aider sur l'ensemble des tâches quotidiennes, amener les courses, récupérer les courses, se déplacer vers les services de proximité, rompre la facture numérique administrative. Et j'ai aussi une structure privée qui s'appelle Mon Émile Entreprise, au moins c'est pas très compliqué, qui est un appui pour les résidences, services seniors ou établissements médico-sociaux sur lequel on gère la partie animation, intégration locale et conciergerie, mais dans le même objectif pour les deux entités qui est le bien vieillir et l'amélioration du quotidien de nos aînés dans le but de redonner le sourire à nos seniors. Et c'est un vrai objectif. Où on est là difficile, oui, aujourd'hui de bien vieillir, vous trouvez en France? Bien vieillir, oui, c'est difficile puisqu'on vieillit de plus en plus vieux, on vieillit de plus en plus mal aussi également. Nos seniors sont quand même, cette génération à l'heure actuelle est quand même assez réfractaire à différents services qui pourraient les accompagner ou les aider. La génération, je pense effectivement, de mon avis, que la génération du papy boom qui va arriver est une génération qui aura besoin de services et qui aura besoin d'aide et qui aura pris connaissance des problématiques que pourraient avoir leurs parents. La crise du Covid a mis en avant c'est du coup les besoins, du coup l'isolement. On a vu des familles qui étaient complètement démunies, désemparées, des problématiques que nous on avait conscience avant ce Covid-là, mais sur lesquelles les gens refusaient d'y penser et qu'on traite uniquement du coup l'urgence. Et c'est vrai que nous, avec Mon Émile, on essaye de traiter l'amont d'après autonomie, dans le dire si on trouve des solutions, on va vivre en tout cas mieux et plus longtemps. Enfin, on essaye en tout cas de trouver des solutions alternatives, ce que fait aussi Blue Linéa également. Voilà. Où en est l'État là-dessus Avant, j'ai envie de rebondir sûr, sur ce que disait Émile. Il a employé le terme réfractaire plusieurs fois. Ce serait une erreur d'infantiliser les personnes âgées. Ce serait une erreur. Et souvent, quand on développe des services qui ne vont pas respecter ces personnes âgées, parce que simplement elles sont très âgées, eh bien on fait une erreur qui fait qu'en effet, l'adhésion au service ne pourra pas être effective. Et concrètement, quand on a développé avec mon équipe Blue Linéa, on est passé de 6 collaborateurs à 100 en 18 mois. Nous sommes passés aujourd'hui, en l'espace de 4 ans, nous accompagnons plus de 30 000 personnes à domicile et nous sommes présents dans près de 1000 EHPAD ou résidences-services en France. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que dès lors que vous avez compris une chose, personne n'a été préparé à s'occuper de ses parents. C'est plutôt l'inverse. Et de ce fait, si on sait prendre ces angles et si on évite d'infantiliser les très aînés, les très grands, les très âgés, si on accompagne et on donne des clés aux enfants qui ont généralement 60 ans, aux enfants pour comment faire adhérer et comment faire accepter à vos parents de recourir à un certain type de service, eh bien vous avez une clé qui fait que on peut mettre en place ces dispositifs. Et là, je rebondis sur votre question. Les pouvoirs publics aujourd'hui s'intéressent bien évidemment à ce modèle. Le 16 juin est né Bismart, c'est votre télévision. Le 16 juin est née aussi la 5e branche. La 5e branche, c'est la branche vieillesse qui va être désormais prise en charge par la sécurité sociale. Alors moi, je trouvais ça très très bien et je le trouve très très bien parce que enfin, il y a un pilote. Alors, manque de peau, ce pilote, c'était Nicolas Revel, il vient d'être nommé directeur du cabinet de Jean Castex, du Premier ministre. Mais évidemment, ça veut dire que désormais, pour s'occuper de nos anciens, il y a une branche qui va pouvoir collecter l'ensemble des besoins, va pouvoir prendre une responsabilité financière et va pouvoir ainsi accompagner les familles avec une mécanique qui existe. Quand on est malade, qu'on va dans un hôpital, on sait à peu près comment ça se passe, c'est fléché, c'est processé. Donc on va enfin pouvoir avoir ça au service des très âgés. Vous observez de plus en plus des solutions intergénérationnelles? Oui. Entre les seniors, les plus petits Pour bien vieillir, il ne suffit pas d'être en bonne santé. Pour bien vieillir, le plus important, un terme qui est souvent galvaudé, c'est le lien social, se sentir utile. Pendant la crise du Covid, nos services ont paradoxalement, d'un côté, eu un retour de souscription, beaucoup de gens qui sont inscrits sur nos sites internet et qui se sont inscrits à nos services pour être livrés dès le lendemain, et en parallèle, un peu moins d'appels dits de réconfort. Pourquoi? Parce que nous avons tous pris soin de nos parents en se disant « je suis loin, je ne peux pas aller les voir, il faut que je les équipe ». Et en parallèle, on les a appelés beaucoup plus souvent. Moi, j'ai appelé ma maman quasiment tous les 2-3 jours, alors que d'habitude, c'est plutôt toutes les 2-3 semaines. Je ne sais pas si c'est un peu votre histoire. Donc globalement, quand on a pu constater ça, on s'est mis en place sur ces éléments. Par exemple, nous, sur le premier semestre, on a connu une croissance de 6%
alors que l'année dernière, c'était que 2. Vous voyez ? On va s'arrêter sur ces mots-là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir Merci été à vous. avec nous et de nous avoir parlé Silver Economy aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant vous présenter la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle d'Alexis Krisev, le fondateur de Gift for Change. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Merci à vous. On est ravis de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter Gift for Change ? Oui, Gift for Change, on appelle ça une agence d'engagement par l'objet. La communication par l'objet, vous connaissez, c'est des goodies en plastique faits en Asie, amenés en général en avion. C'est un marché extrêmement impactant, extrêmement grand, on ne le sait pas, mais c'est 1,3 milliard d'euros en France. Nous, on a décidé d'apporter une démarche tout à fait nouvelle sur ce marché en proposant aux entreprises de s'engager pour des grandes causes par le biais d'objets de communication éco-responsables, fabriqués en France, dans des ESAT, donc par des personnes en situation de handicap. Bref, d'avoir une démarche avec un maximum d'impact positif sur un marché qui est très impactant sur l'environnement. Vous avez beaucoup d'entreprises qui font appel à vous aujourd'hui ? Oui, de plus en plus. On est encore une relativement modeste société à l'échelle de ce marché, mais on a de plus en plus de grands comptes, mais aussi de petites entreprises, parce que les entreprises, j'en suis convaincu, cherchent des solutions en fait. On parle beaucoup du fait que les entreprises doivent s'engager, il y a des débats un petit peu sur leurs intentions. En réalité, ce qu'il faut, c'est créer des solutions. Alors par exemple, justement, montrez-nous vos objets et à quoi elles servent, quelles causes elles défendent. Alors je vais vous montrer un exemple emblématique. L'année dernière, avec Disney, on a créé ce bracelet à l'occasion de la sortie du Roi Lion. Vous avez peut-être vu que le Roi Lion est ressorti 25 ans après la première version. Malheureusement, en 25 ans, il y a la moitié de la population mondiale des lions qui a disparu. Donc Disney, à l'occasion de la sortie de ce film, a décidé de s'engager pour protéger et pour redoubler la population des lions dans le monde. Grâce à ce bracelet qui était vendu dans les cinémas Gaumont, qui était distribué par Disney, eh bien, on a permis de protéger les derniers lions du Sénégal. Voilà. Et de la même manière, nous créons des objets personnalisés pour nos clients. Ici, vous avez par exemple un bracelet qui permet d'aider à replanter des arbres en Amazonie, qui a été distribué à la FNAC. On fait également des étiquettes de bagages, par exemple, qui permettent de protéger la biodiversité, de protéger les abeilles. On soutient des projets en faveur de l'éducation, de l'accès à la culture. À chaque fois, on trouve une cause qui va bien au client avec lequel nous montons cette opération et on lui permet, en distribuant des objets, de distribuer finalement un engagement pour une grande cause. Ce sont des petits objets, mais l'impact est grand. Voilà, alors l'impact à l'échelle d'un objet est petit, 1 euro reversé, un arbre planté, 100 abeilles protégées, mais notre pari, c'est de se dire si on dissémine l'engagement avec des objets éco-responsables, biodégradables, et que grâce à ça, en plus, on remplace des objets qui, eux, sont des petits bouts de pollution, de plastique, de pétrochimie, eh ben, on a un peu un double effet positif, à la fois le fait de ramener, de réduire l'impact environnemental de ce marché, mais surtout de permettre à tout un chacun, à travers un geste simple, un bracelet, un porte-clés, une étiquette de bagage, un badge, de s'engager pour une cause qui lui tient à cœur. On croit vraiment. Ici et ailleurs, et dans le monde. Ici et ailleurs, avec des causes qui vous touchent, la protection des animaux, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, et ainsi de suite. En fait, certes, ce sont des petits impacts pris individuellement, mais multipliés par le nombre d'objets qui sont distribués habituellement sur ce marché. On croit que si on arrive vraiment à transformer ce marché, on peut avoir un impact considérable. Les entreprises, en plus, pour elles, c'est important de communiquer sur des petites choses comme ça aussi. C'est important de s'engager, c'est important de communiquer. On dit parfois, ah oui, mais c'est que de la com. Cette expression ne me semble pas appropriée parce qu'en réalité, la com fait partie de l'engagement. La com, quand on fait de l'impact, quand on est une entreprise sociale comme la nôtre, communiquer, c'est, entre guillemets, passer la bonne parole, c'est faire rayonner ce à quoi on croit et c'est essayer de créer comme ça des communautés engagées, c'est parler de ce qui nous tient à cœur. Moi, je suis très attaché au fait d'inventer une autre communication fondée non pas sur du vent, mais fondée sur des valeurs et fondée sur des combats sociaux, environnementaux. C'est ce qui nous anime. Merci beaucoup Alexis Krisev d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Et oui, Eva, on vous retrouve demain pour une émission pleine de solutions et de débats passionnants. Merci, à très vite.